effectivement, j'ai tenu à être aujourd'hui à cette journée, dans la mesure où c'est quand même les 70 ans, en fait, puisque la classe de neige de 53, on est quand même en 2023. Donc ça me semblait important. En 2 secondes, je vais vous dire aussi d'où je parle, au-delà de ma profession d'aujourd'hui. Je suis fils d'institutrice et j'ai été professeur d'éducation physique dans le second degré pendant 17 ans. Voilà. Donc je ne suis pas uniquement universitaire depuis ma tendre jeunesse. Voilà. Alors je vais essayer de voir si ça fonctionne. Donc ma présentation, évidemment, je ne peux pas vous refaire en 45 minutes les années ou les mois que j'ai passés dans les archives pour essayer d'aboutir à cet ouvrage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je peux vous envoyer des articles complémentaires à l'ouvrage qui traite notamment de la classe de forêt ou d'autres classes de neige. Donc voilà, je suis tout à fait ouvert à vous envoyer tout ça. Est-ce que ça marche? Oui. Je voudrais recontextualiser un petit peu le débat, parce que dans mon travail, je me suis aperçu que cette question de classe de neige, de classe de découvert, de classe de forêt, était ancrée dans des problématiques qui étaient assez anciennes, et notamment le courant de ce qu'on appelle des médecins hygiénistes, très développés à la fin du 19e, et qui se posent des questions donc finalement du préjudice que l'école pourrait apporter à la santé des écoliers. Donc je vous ai mis quelques affirmations. Hein. Il y a la question on le voit, hein, la question, ils appellent ça du surmenage intellectuel, et donc on parle à l'époque d'études prolongées, de stations assises, qui seraient donc contradictoires avec le développement physique des enfants. On parle là de courbatures cérébrales dans les ouvrages. Donc vous voyez, c'est des ouvrages qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont en fait à l'origine de ces questions. Et vous avez un historien, qui est lyonnais d'ailleurs, qui a fait un ouvrage sur cette question-là, sur l'éducation physique et l'éducation intellectuelle. Quelle est la place de l'éducation physique, du corps, dans l'éducation? Évidemment, ces conclusions montrent qu'il y a une prédominance de la question intellectuelle dans le système éducatif français. Il y a, pour votre information, un médecin, André Latarjet, qui a mis en place déjà ce qu'il a appelé des classes de santé sous Jean Zay et Lola Grange, pour essayer d'équilibrer un petit peu ce temps de travail entre le temps de travail intellectuel et le temps de travail de l'éducation physique ou du corps. Donc il a essayé de mettre en place, notamment avec des élèves déficientes intellectuelles, eh bien, des moments où il y a de la récréation, des moments de repos, et donc une diminution du temps entre guillemets intellectuel. Et, là-bas, voilà, je suis allé trop vite, désolé, je ne peux pas revenir en arrière moi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ce docteur, médecin Max Forestier, qui est nommé dans les années 40 médecin scolaire des écoles de Vanves, eh bien, va évidemment trouver des enfants dans un état physique et aussi social très catastrophique. Et donc, lui-même, je fais court, mais il a eu une enfance privilégiée, entre guillemets, dans le sud de la France, dans une école privée qui organisait l'emploi du temps avec des activités intellectuelles le matin et des activités physiques, du sport l'après-midi. Et en fait, je résume, mais il voulait en fait adapter cette méthode et ce programme et cet emploi du temps, qu'il avait vécu à l'école du peuple, en fait. Et donc, il a essayé de mettre en place la diapositive d'après, c'est-à-dire le lundi matin jusqu'au samedi matin, des activités dites intellectuelles, et l'après-midi, sauf le lundi où il y avait du dessin, chant, atelier, etc., les après-midi, un emploi du temps consacré pratiquement uniquement au corps, donc de la sieste,
évidemment, de l'éducation physique et resieste le soir avant quelques périodes d'études. Et en fait, il a quelques tableaux comme ça qui sont des organes, des outils de propagande en fait, qui montrent que dans la classe normale, en fait, il y a seulement 1/7 du temps qui est consacré au corps, et dans sa classe d'expérience, eh bien, il y a moitié-moitié dans l'emploi du temps. Alors évidemment, dans l'équipe, par exemple, mais j'aurais pu prendre autre chose, les écoliers de Vanves sont des écoliers qui sont les plus favorisés de France. On essaye d'avoir la formule, et en fait, mon travail de thèse a été de montrer comment c'est de 1950, donc au premier mi-temps pédagogique et sportif, hein, c'est ce qu'il a mis en place, le mi-temps pédagogique et sportif, c'est-à-dire matin, activité intellectuelle, et l'après-midi, éducation physique. Et bien comment après il a essayé de mettre en place, de diversifier. Donc il a fait un premier essai clinique, entre guillemets, enfin j'ai appelé ça clinique, c'est-à-dire qu'il a fait un groupe témoin et un groupe expérimental. Et après il a diversifié pour montrer que son mi-temps fonctionne. Alors il a pris effectivement des filles, des élèves de classe maternelle, de perfectionnement, c'est l'équivalent des déficients ou Ulysse, etc. Il a mis donc en place la classe de neige de 53, je vais vous en parler juste après, la classe de forêt en 59. Il a même essayé de montrer que son mi-temps pédagogique et sportif fonctionnait aussi en milieu rural, puisque là on est en milieu, citadin. Et puis après, il a essayé effectivement de diffuser à travers les milieux associatifs, les médias, pour arriver à ce que peut-être vous connaissez le tiers-temps pédagogique et sportif, au cours duquel il était dans les commissions de réflexion. Alors évidemment, tout ça, ça a donné à mon travail, tu l'as présenté, donc je vais passer. J'ai donc fait un travail d'historien avec des archives privées, puisque la veuve du médecin était toujours en vie à l'époque. Il y avait un gros fonds aux archives municipales où ils conservaient tous les dossiers des classes de neige, des classes de découverte, les délibérations municipales. Et puis j'ai eu la chance aussi de tomber sur le fonds ancien de l'école Gambetta, où en fait j'ai ouvert une vieille armoire et tout était classé. Et là c'était vraiment une pépite d'archives. Évidemment, j'ai consulté aussi les archives nationales. Je suis venu aux archives de la Savoie à l'époque, etc. Alors, en fait, pour résumer, mon projet, c'était de montrer, enfin d'essayer de comprendre pourquoi ce médecin, avec ce mi-temps pédagogique et sportif et cette classe de neige en 53, dans une ville et seulement dans une école, comment ça a pu faire, pour le coup, boule de neige, c'est-à-dire emmener tout un mouvement, et de nombreuses classes de neige après, les classes de forêt, les classes de découverte. Donc je vais résumer, mais en gros, il y a quand même la personnalité du médecin qui est très importante, qui n'est pas seulement un médecin scolaire, qui est un chercheur au CNRS, qui voyage dans le monde entier, donc en fait il fait voyager ses innovations aussi dans le monde entier. Il a un réseau très important, je vous l'expliquerai en 2 diapos. Il y a la ville de Vanves, effectivement, et les collectivités qui sont très importantes. Il y a des acteurs qui valorisent, qui mettent en avant, qui financent, qui supportent les projets du médecin. Et évidemment, il a sollicité les médias, les revues, etc. pour que ça fonctionne. Le réseau, je vous en donne un exemple, il était peut-être un peu psychopathe, il avait un livre d'or qu'il promenait avec lui, et donc ça m'a permis d'étudier tout son réseau et la diffusion de ses expérimentations. C'est en fait les gens qui venaient le voir soit à l'hôpital de Nanterre, soit dans l'école de Vanves, et il mettait un petit mot avec, vous voyez, le nom, prénom, la profession. Donc ça m'a permis, moi, de faire tout un travail de son réseau et de la diffusion de l'innovation. Voilà, je résume. Vous le verrez en partie dans l'ouvrage si vous l'achetez. Et puis au niveau local, eh bien, effectivement, Vanves est un territoire qui a été favorable à l'émergence de cette classe de neige en 53. Le médecin connaît très bien l'instituteur. Le médecin connaît très bien Maurice David, qui fait office de ministre de l'Éducation nationale, parce que vous savez que sous la 4ème République, les ministres de l'Éducation et les autres partent et arrivent. Et donc, c'est celui qui va rester. En fait, son fils est un étudiant en médecine que connaît Forestier. Bref, l'instituteur qui a mis en place avec Max Forestier la classe de neige
connaît très bien le professeur d'éducation physique de l'époque puisqu'il l'a eu en tant qu'élève. Bon, bref, on a un maillage intéressant pour créer quelque chose qui a plus de chances de fonctionner et de marcher. Donc évidemment, Vanves, voilà, encore une fois, les adjoints, les maires viennent au départ aux 2 classes de neige, et vous le savez peut-être, mais Vanves a acheté un chalet, et d'ailleurs qu'ils possèdent toujours et qu'ils ont à cœur de faire fonctionner, à la fois sur des classes de neige, des classes de découverte, etc. Ce que je vais vous présenter là, c'est un article que j'avais publié dans la revue Loisirs et Société, qui est un article en anglais, mais là je vais parler en français, donc ça va être plus simple pour vous montrer en fait l'intérêt, enfin comment la classe de neige a évolué, notamment par rapport au contenu scolaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, et pour vous montrer comment ça a pu fonctionner et devenir ce qu'elle est peut-être aujourd'hui. Alors vous le voyez, ça c'est un article, enfin un document des Archives nationales. On est en 53, vous avez la première classe de neige qui est à Vanves, il y a une trentaine d'élèves qui partent en classe de neige, et puis après, dès les années qui suivent, on a une courbe assez exponentielle. Je n'ai pas de graphique après, il faudrait faire une autre thèse pour savoir comment ça avance, après les années 70-80. Donc la question est de savoir comment ça évolue, comment cette classe de neige se diffuse, mais surtout qu'est-ce qu'on y fait. Alors, premier élément, pourquoi cette invention à la montagne? Pourquoi, enfin il aurait pu inventer la classe de mer en fait, vous avez compris. Donc on en est là. Il a fait 3 ans de mi-temps pédagogique et sportif, et tout d'un coup il a l'idée d'envoyer des élèves en mi-temps à la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce médecin, alors là c'est des archives, c'est des films en Super 8, venait déjà à la montagne. C'est quelqu'un qui avait quand même les moyens. Quand on est médecin, on a les moyens. Donc en fait, il allait faire des loisirs à la mer, mais aussi à la montagne. C'était un skieur, pas forcément vu, enfin j'ai consulté les films, pas un super niveau, néanmoins, il savait skier, il tombait pas toutes les 4 minutes, voilà, donc bref. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est qu'en fait, il a eu la tuberculose dans les années 30, et en fait, il est allé donc dans un sanatorium, et en fait, il a été guéri en montagne, et pour lui, la montagne, c'est quelque chose qui guérit le corps, qui est magique. Il en a fait même son sujet de thèse, donc la tuberculose. Donc on a chez ce médecin la question d'une montagne qui serait bénéfique pour les corps, pour la santé, etc. Donc, finalement, pour terminer mon premier point, vous voyez que cette invention de la classe de neige, elle vient finalement d'un traumatisme du créateur qui a finalement envoyé les enfants qu'il trouvait dans un état catastrophique à la montagne, puisque lui-même, ça l'avait soigné personnellement. Voilà. Je résume. Et donc, il vante les bienfaits de la montagne comme quelque chose qui aurait des vertus thérapeutiques pour les élèves, puisque lui-même en a fait l'expérience. Donc, première classe de neige en 53, du 31 janvier au 28 février 53. Oui, là aujourd'hui on parle de séjour, j'ai vu sur les publicités de 4 nuits à... Là c'est 1 mois, y compris pour les classes maternelles. Donc c'est des séjours de longue durée. Et la première classe de neige qui est organisée en 53, les projets sont essentiellement hygiéniques, donc ça rejoint ce que je vous ai évoqué tout à l'heure avec le courant hygiénique des médecins de la fin du 19e, sportif et touristique. Alors, il y a un film qui existe, qui a été fait, qui dure quand même 1/4 d'heure, par le ministère de l'Éducation nationale, qui vante ce mi-temps pédagogique et sportif. Et à la fin, on a tout un laïus sur la classe de neige. On le voit tout en haut à droite. Les enfants peuvent s'épanouir, apprendre la technique du ski, etc. Et formidable, l'instituteur peut prendre le temps toute l'après-midi de préparer ses cours sur le balcon ensoleillé. Donc vous voyez que
on fait un enseignement de qualité, puisque là, l'enseignant est dans une situation très confortable pour organiser ses scénarios pédagogiques. Voilà. Alors, là, ce sont les rapports du médecin. Donc, j'ai photographié les archives. Concrètement, la montagne est utilisée pour développer la santé des enfants et la pratique du sport. Donc, on voit, hein, ils descendent à toute vitesse, les pentes les plus rudes, ils font le Christiana en amont et en aval, etc. Donc ils connaissent la technique du ski, ils découvrent les beautés de la montagne, ça fait écho au film qu'on vient de voir récemment, enfin le film récent, pardon, et surtout l'enchantement et les surprenants bienfaits de la vie communautaire. Et ça on le voit aussi dans vos propos, c'est-à-dire que là le médecin sent qu'il y a une question d'ordre sanitaire, mais il y a aussi une question du bien vivre ensemble qui lui semble pertinente. Est-ce que ça marche? Ça y est, ça... Oui. Donc on est sur... alors il avait des slogans, études et santé dans le bonheur. Alors le slogan pour la classe de neige, c'était tableau noir et piste blanche. Donc, vous voyez, et il y a une vertu aussi, entre guillemets, touristique. On va visiter Chambéry, les musées, oui, évidemment, on croise le sénateur-maire, et on va goûter, on va à Génissa, à Aix-les-Bains, etc. Donc, il faut voir les yeux émerveillés de tous ces enfants qui découvrent en fait un autre univers que la banlieue parisienne de Vanves, qui auparavant était moins bourgeoise qu'aujourd'hui. Alors évidemment, juste pour quelques clichés, trois choses importantes. On cherchait à ce que l'enfant grandisse bien, grossisse bien et grandisse. Donc là, on a la taille. Donc il faisait en tant que médecin, il essayait de vérifier si tout ça était vérifié par des graphiques. Donc les progrès, quels sont les progrès morphologiques? Et il essayait de voir aussi, vous le voyez, il identifiait la classe de neige là pour voir s'il y avait un petit pic là. Voilà, sur la taille. Est-ce qu'en fait, en venant à la montagne pendant un mois, peut-être qu'ils mangeaient mieux que chez leurs parents, que la montagne, peut-être que le grand air, ça les faisait grandir. Bref, donc il identifie à la fois les classes de neige, mais aussi les vacances. Est-ce que les vacances, finalement, ça n'a pas une influence sur la taille? Évidemment, il montrait que ces expérimentations, à la fois classe de neige, classe de forêt, valorisaient finalement ce qu'il appelait le rendement scolaire. On voit dans les archives les institutrices ou les instituteurs, les professeurs des écoles, à l'époque c'était institutrice, que les enfants travaillaient bien, vite, etc., parce qu'ils pensaient que l'après-midi, ils allaient faire du ski, donc ça les encourageait, ça les motivait, etc. Alors il y a un peu quand même une mise en scène là où on met les skis même dans la classe pour montrer que c'est à la fois le corps et l'esprit. Néanmoins, c'est valorisé. Et évidemment, tout ce que je vous ai évoqué là tout à l'heure, l'amélioration de la vie collective. Il y a beaucoup de clichés sur des voyages en train, les enfants jouent ensemble aux cartes, etc. Aussi les batailles de boules de neige, comment on fait sa chambre, comment on range, comment on fait la vaisselle, etc. Donc là, dès la première classe de neige, il y a ces éléments qui sont mis en place. Là, c'est un cliché de 67, mais c'est les mêmes logiques. Donc, vous avez compris, ça c'est une synthèse, mais qui n'a peut-être pas lieu d'être. Alors, après cette première classe de neige, qui est assez frappant, c'est que les institutrices, peut-être surtout, et les instituteurs vont transformer de l'intérieur le modèle voulu par le médecin. Le modèle du médecin sanitaire, sportif, touristique. Et en fait, il va y avoir une modification du contenu de la classe de neige effectuée notamment par les femmes. Il faudrait aller un peu plus en profondeur que ce que je vais vous montrer, mais j'ai quand même l'impression que c'est le cas. Par exemple, à Vanves, il y a beaucoup plus de classes de filles qui sont envoyées que de classes de garçons. Vous voyez, en 53, c'était la classe de garçons du mi-temps. En 54, il y a une classe de filles, une classe de garçons. Et après, tout ce que vous voyez en rose, c'est des classes de filles. Je fais le classique, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Et
je suis allé consulter les archives départementales de la Savoie, bah, quand on regarde la Haute-Savoie, oui c'est ça, bah, vous avez 8 classes de filles, 3 classes de garçons. Donc pendant les années 50-60, si j'ai pris quelques éléments, je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un pourcentage de classes de filles qui sont envoyées à cette époque-là, plus que les garçons. On le voit aussi dans les lettres, où vous avez des institutrices qui sont très revendicatrices, notamment en tant qu'elles demandent de partir en classe de neige avec leurs élèves. Les directrices écrivent quand il y a une classe qui, par exemple la 7e, qui n'a pas eu cette année, le volant financier n'est pas assez important, elles demandent, elles font des requêtes auprès des maires pour demander à ce que leur classe soit envoyée. Bon, ça c'est le côté très administratif. En fait, le médecin va être assez content de son modèle qui va se diffuser petit à petit. Et donc, comme je vous l'ai dit, de l'intérieur, les contenus vont être modifiés. Alors là, vous avez un bilan du rapport de l'inspecteur qui montre que, bon, effectivement, il y a la beauté la forêt, l'élevage, etc. C'est assez proche du médecin, des rapports du médecin. Et en fait, il va y avoir des moments où, notamment par rapport à la classe de neige de maternelle, mais aussi auparavant, des moments où en fait, déjà, il y a moins de neige. En fait. Et en fait, les institutrices et les instituteurs, mais particulièrement les institutrices, là, vont trouver d'autres moyens pour occuper les élèves, et pas forcément le ski, notamment en maternelle c'est compliqué, mais on le voit sur d'autres niveaux, vont aller explorer comme ça la nature, la montagne, et vont devenir en fait des supports pédagogiques. C'est ça qui est important, alors que le médecin ne prenait pas du tout ça. Vous avez comme ça un film qui a été réalisé par une institutrice qui montre, des photos, pardon. On voit la transposition, par exemple, il y a des photos du départ sur la gare, et ça fait un support pour de l'art plastique. On essaye de peindre notre départ, le voyage. On a des photos sur la question des jeux, de luge, etc. Et même chose, ça fait un support pour les arts plastiques. On le retrouve ici, les sapins, la forêt. Évidemment ici, on fait du chant, mais on fait des chants de chansons savoyardes. D'accord ? Ce n'est pas des chants parisiens. Ici, on fait des petites poteries, sculptures, etc. Vous reconnaissez quand même les costumes traditionnels. D'accord ? Ce n'est pas des costumes traditionnels parisiens. Donc il y a une immersion comme ça dans la culture savoyarde que côtoient les Parisiens, en fait. Donc vous avez compris, les institutrices, là, elles dévient un petit peu les problématiques du ski vers des propos plutôt pédagogiques, et que la nature devient peu à peu au centre des apprentissages. À l'époque, on appelle ça l'étude du milieu. L'étude du milieu. Donc la montagne devient un matériau pour les dessins, les chansons, etc. Et ça va s'amplifier. Vous avez donc, j'ai regardé ça à l'échelle de Vanves, hein, évidemment, mais avant c'est très parlant, on le voit bien l'évolution, parce que j'ai eu des documents, vous avez compris, des années 50 jusqu'aux années 80, donc on voit bien l'évolution des pédagogies et puis des contenus scolaires. Il y a je vous mets là, en 62, pour vous montrer que le médecin est complètement ignorant de l'infiltration presque des méthodes d'éducation nouvelle, il faut le dire ce qui est. Le médecin, il est invité par exemple en 62 par le groupe français d'éducation nouvelle, et il dit il n'est pas, vous le comprenez maintenant, une technique pédagogique spéciale, à la Freinet, de Crowley, Montessori, etc. Sa part intellectuelle et traditionnelle. Donc, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment, le médecin n'a pas conscience, c'est pas qu'il n'a pas confiance, il a confiance, mais il ne se rend pas compte que les méthodes qu'utilisent les institutrices et les instituteurs, grâce notamment aux classes de neige, ou classes de forêt plus largement, de découverte,
permettent cette transformation pédagogique. D'accord ? Alors, il est en contact, pourtant, je le vois dans le livre d'or, avec des gens des CMA, qui sont quand même des acteurs, parmi d'autres, hein, de ces méthodes nouvelles, de changer l'école traditionnelle, etc. On voit par exemple un certain Planchon qui a contact, qui vient à l'école de Vanves pour visiter, etc., qui est un acteur des transformations, de l'éducation de la jeunesse, de l'école, etc. En tout cas, il le saute. Et vous avez aussi un certain Pierre Parlebas, qui est lui aussi vanvéen, qui a été président de l'école, du CMA, qui a été aussi un élève de l'école Gambetta à Vanves, dans lequel le médecin faisait des expériences. Et lui, il va former des promotions et des promotions d'institutrices et d'instituteurs à l'école normale d'Auteuil, entre autres. Et on le voit dans les contenus. Monsieur Parlebas et Monsieur Pinault s'occupent donc de l'école d'instituteurs de Paris et eh bien, ils ont ce qu'ils appellent un plan d'études du milieu. Donc quand on va en montagne, le but c'est par exemple de proposer des sujets, le temps qu'il fait, les forêts et les animaux, l'étude du cadastre, l'étude de l'habitat rural et des maisons, l'exploitation agricole, etc. L'école de ski, le tourisme, les transports. Voilà. Donc vous avez plusieurs thématiques. Là, on est en 62. Donc vous voyez que les classes de neige participent eh bien, à transformer, en tout cas c'est le souhait de Pierre Parlebas et d'autres acteurs, c'est d'utiliser la classe de neige comme espace au sein duquel on pourrait expérimenter, faire des choses nouvelles que dans les classes, entre guillemets, dans les salles de classe traditionnelles. Donc on voit des expositions où les élèves instituteurs et institutrices eh bien, ils les emmènent eux-mêmes en classe de neige, c'est-à-dire que les élèves instituteurs et institutrices sont aussi allés en classe de neige et apprennent à comment organiser une classe de neige avec des matériaux liés au cadastre, à l'habitat, aux forêts, etc. D'autres panneaux sur l'exploitation agricole, le temps, la commune. Donc c'est les thématiques que je vous ai montrées précédemment. Donc on voit dans les documents des écoles de Vanves, donc parisiennes, eh bien, des documents pour la classe de neige qui sont très imprégnés de ces méthodes d'éducation nouvelles. On a des demandes des écoles pour faire venir Pierre Parlebas, pour faire des conférences, pour voir comment on peut organiser des classes de neige ou le tiers-temps pédagogique, etc., pour transformer les méthodes d'éducation. Alors jusqu'en 81, à l'école de Vanves, on voit cette infiltration et cette influence de la montagne comme support pédagogique. Donc vous voyez là, la mode à l'époque c'était et ça à mon avis c'est toujours valable, c'était d'inscrire dans un classeur, dans un cahier. J'ai fait un article par exemple sur une classe de neige, le classeur d'une classe de neige dans les années 50, pour garder une trace, pour faire travailler les élèves, pour les faire écrire, les faire peindre, mais surtout les ramener aux parents pour qu'ils voient une trace de leur séjour, mais aussi aux financeurs, c'est-à-dire le conseil municipal ou d'autres acteurs. Donc on voit l'alpinisme, la spéléologie, le ski, la commune, le trousseau, la météo, donc il y a tout le matériel, toutes les informations. Et puis, surtout, on voit à travers ces classeurs qu'ils sont allés voir la tome des Bauges, qu'ils sont allés voir le beurre local, donc tout ce qu'ils appellent, ils appelaient ça des chaînes, donc c'est-à-dire étudier la filière bois. On étudie la forêt, on va voir celui qui coupe les arbres, on va voir celui qui fait des planches, on va voir celui qui fabrique des luges. Voilà. Donc ils travaillaient par filière. La filière bois, la filière fromage, la filière lait, etc. Et puis vous avez aussi des documents qui concernent plutôt la géographie, les rivières, etc.
Donc on est loin du modèle du médecin qui au départ voulait, vous avez bien compris, renforcer la santé des enfants, faire apprendre le ski et faire un petit tourisme léger. Donc voilà, je pense que c'est simplement des effets de conclusion. Est-ce que j'ai d'autres diapos? Parce qu'il faut que je garde le timing, hein, si j'ai bien compris. Ça, je m'en fiche. Donc voilà. Si jamais vraiment vous voulez avoir des informations complémentaires, parce que je n'ai pas pu tout mettre dans mon livre, évidemment, il y a des choses qui concernent ce que j'ai appelé la végétalisation scolaire, c'est-à-dire comment la première classe de forêt s'est mise en place. Juste pour la petite info, la première classe de forêt que Max Forestier met en place, il est embêté apparemment administrativement parce qu'il ne peut pas envoyer d'élèves déficients en classe de neige. Ça pose des gros problèmes. Donc en fait, il les envoie en classe de forêt. Donc c'est une classe de filles. Et donc c'est la première classe de forêt qui est mise en place en 59. Mais la même année, il fait aussi la classe de maternelle. Et puis le premier article tout en haut, ça montre que son modèle d'éducation physique et de classe de neige a des influences à l'international, y compris au Canada. D'accord? Donc au Canada, ils ont plein de neige, pour le coup, à l'époque, et eh bien, il s'inspire du modèle français, et donc de Max Forestier, pour mettre en place des classes de neige au Canada, et il s'inspire également du mi-temps pédagogique et sportif, c'est-à-dire classe le matin et activité corporelle l'après-midi, qu'ils implantent beaucoup plus qu'en France. D'accord? Pour information, le tiers-temps pédagogique en 69, ça n'a pas... Ça fonctionne à peu près dans les années 70 et encore. Et après, compte tenu des problématiques de compétences des enseignants sur différents secteurs, à la fois les arts plastiques, à la fois les activités physiques, le sport, etc., ça a tendance à être une déception, enfin un échec, ce texte. Voilà, j'espère que j'ai tenu le propos, j'espère que je vous ai montré un petit peu des éléments de compréhension et de genèse de ce mouvement classe de neige, classe de découverte. Voilà, je suis disponible pour vos questions après. Merci. On peut prendre 2-3 questions là. Parfait, le timing. Midi, c'est même midi moins 2. Ça, les Savoyards ne savent pas faire. Les dansons, on est quand même dans l'horlogerie. Alors, est-ce qu'on peut prendre peut-être un ou deux échanges et puis après on va vous montrer un petit visuel. Alors là, ça va être le plus dur. Ça commence. Est-ce que vous avez des pistes de réponse sur pourquoi c'était davantage les filles qui partaient en classe de découverte à cette époque? J'ai commencé à, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de voir si à l'échelle d'une municipalité c'était plus des filles, puis à une échelle d'un département qui accueillait des classes. Après, c'était pas mon sujet. Il faudrait quand même, c'est pour ça que j'ai pris des pincettes. Il faudrait, vérifier à une échelle plus importante. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une féminisation de l'enseignement qui commence à arriver là, qui font que statistiquement il y a plus de femmes qui organisent des séjours en classe de neige que d'hommes, puisqu'il y a plus de femmes dans le premier degré. Dans le second degré, ça commence à s'équilibrer, et puis plus on monte à l'université, plus il y a d'hommes et moins il y a de femmes. Donc il y a le côté statistique, je dirais, de la profession. Après, peut-être que les femmes ont plus de sensibilité à l'éveil, à l'épanouissement des enfants, et donc à la confrontation, entre guillemets, douce de la nature, des animaux, de la flore, de la faune, etc., que n'auraient peut-être pas les hommes, que là c'est des suggestions, voilà, c'est des pistes, mais il faudrait le prouver. Voilà. Oui. Non, ça m'a questionné, je me demandais si c'était pas lié aussi au fait simplement que le cadre féminin emmène plus facilement aussi une population d'élèves féminins, puisqu'il y a les nuitées, et donc dans l'encadrement, c'est plus simple à gérer.
Non, parce que cet argument, les hommes enseignants emmènent les garçons à cette époque-là, puisque c'est démixé. Il n'y a pas de problématique de mixité. Mais alors, je continue, il n'y avait pas de... Parce qu'il y a plus d'instituts féminins à cette époque. Et ça, c'est une méconnaissance que j'ai. Les instituts féminins enseignaient aussi aux élèves masculins ou dans le lycée? Écoutez, en tout cas, dans les documents que j'ai, vous avez les instituteurs qui enseignent aux garçons et les institutrices qui enseignent aux filles. Voilà. Et après, à partir de 59, c'est assez compliqué parce qu'il y a la réforme Berthoin qui impose la mixité. Mais déjà en 57, il y a des recteurs qui envoient des lettres à leurs enseignants pour dire bon, si vraiment vous ne pouvez pas mettre en place l'enseignement séparé, c'est ça la circulaire de 57. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire l'enseignement séparé, c'est-à-dire vous avez 3 garçons et puis 18 filles d'un côté ou l'inverse, bon, d'accord, vous pouvez les mettre ensemble. Mais en 57, on ne parle même pas de faites des classes mixtes, c'est super pour la découverte de l'autre, etc. C'est si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Donc même là, les historiens de l'éducation ont des difficultés à voir un peu le paysage des classes à cette période charnière. Donc ça, je ne vais pas vous répondre de façon catégorique. Oui, bonjour. Ma question, elle concerne l'adhésion des parents. Est-ce qu'il y a des documents, justement, qui montrent que tous les enfants pouvaient partir, ou bien que... Parce que c'est peut-être une difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, de faire adhérer les parents à notre projet. Oui, c'est une bonne question. J'ai eu la chance de lire des lettres de parents, puisque dans les archives bien triées que vous avez vues, il y avait un gros dossier parents, plus association de parents. C'était 2 dossiers séparés. Et en fait, la première inquiétude des parents, c'est la réussite aux examens. Et en fait, le médecin a compris, pour avoir interrogé, alors j'ai interrogé la femme du médecin, mais aussi le professeur d'éducation physique de l'époque. Et en fait, les acteurs de l'époque avant avaient dit au médecin, surtout, l'inquiétude des parents, c'est moins leur santé que leur réussite aux examens. Donc il faut valoriser absolument la réussite aux examens. Je ne vous l'ai pas dit, mais le premier mi-temps pédagogique et sportif, je ne sais pas s'il y a des inspecteurs ou des... Bon, c'était en accord tacite avec Maurice David qui représentait le ministère, mais il n'y a pas eu d'autorisation officielle. C'était entre nous, bon, allez, faites ta petite expérience. Si ça fonctionne, on y va, on la met officielle. Si ça ne fonctionne pas, bon, on l'étouffe, on la met dans un coin de placard. C'était comme ça. Et comme finalement ça marchait le mi-temps pédagogique et sportif, et que la classe de neige a donné des bons résultats, ça a donné quand même confiance aux parents. Mais au départ, ils recevaient... D'ailleurs, le film, je ne sais pas si vous... On voit le directeur, il y a deux personnes qui sont assises en face de lui, je ne sais pas si vous voyez la diapositive, et en fait, c'est deux personnes qui jouent les parents inquiets. Pendant 15 minutes, vous avez des questions de parents qui jouent un rôle. En fait, c'est le fils du ministre en question. C'est pas du tout de vrais parents. Et en fait, ils disent mais monsieur le directeur, est-ce que mon enfant va réussir aussi bien en mathématiques et en français? Il n'y a pas trop d'éducation physique. C'est ça la question. Hein. Et alors, mais non, pensez-vous. Et alors, il y a des images, un discours, etc. Et donc, en fait, c'est déjà un moyen de désamorcer les inquiétudes des parents. Mais c'est moins les instituteurs, les institutrices au début que les inquiétudes des parents. Je ne sais pas si j'y réponds. Oui. Alors, dans l'ordre, je vais à vous. Je ne sais pas, vous êtes arrêté en 80, c'est ça? À peu près. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe après les années 60? Ça continue sur la même lancée, ça s'oriente différemment? Quoi? Sur l'idée de pourquoi on va en classe de neige, qu'est-ce qu'on va y faire? Il y a plusieurs points de vue, c'est-à-dire le point de vue des parents des enfants.
c'est quand même un moyen aprimodique d'aller à la montagne, en fait. D'apprendre un loisir ou un sport qui est à la mode en ce moment, et de l'apprendre, ce qu'on appelle, c'est la vogue des sports un peu californiens, le ski, la planche à voile, etc. Donc du point de vue des enfants et des parents, enfin des enfants surtout, c'est d'aller découvrir la montagne et puis de découvrir une activité sportive. Les institutrices et les instituteurs, ils organisent des classes de neige et des classes de découverte parce que ça leur permet de voir leurs enfants autrement, d'apporter des contenus autrement. Il y a des lettres aussi d'institutrices et d'instituteurs qui expliquent que leurs enfants, enfin qu'ils ont vu certains garçons ou certaines filles qui étaient turbulents, qui n'étaient pas intéressés, qui tout d'un coup se révélaient. Et qui surtout avaient d'autres capacités qu'ils n'étaient pas en mesure d'exprimer dans les salles de classe. Et puis, pour les maires, en fait, c'est la compétition. C'est la compétition intermunicipale, c'est-à-dire, dans la presse parisienne, vous avez, alors c'est Montrouge, je crois, Montrouge assez communiste à l'époque, qui explique, nous avons envoyé tant de classes de neige, vous voyez que notre projet communiste est en faveur de l'épanouissement de l'enfant, etc. Et puis à Vanves, qui était déjà basculé à droite, on essaye de se défendre un peu comme on peut. Bon bref, ça fait partie de la vitrine municipale. Évidemment, juste avant, la semaine dernière, j'étais invité à Vanves pour la journée du patrimoine à Vanves. Ça fait partie de leur patrimoine. Ils valorisent ce patrimoine, entre guillemets, immatériel, éducatif, au sein de leur école. Et donc voilà, vous avez les parents, les enfants, et les instituteurs, les institutrices, et les hommes politiques ou les femmes politiques, qui valorisent cette démarche auprès de la jeunesse, en direction de la jeunesse, en fait.